Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission FMR Sport. Je suis accompagné de Denis et Méziane. Au sommaire de cette émission, un sujet consacré à la boxe avec un sport en pleine mutation. Denis est parti à la rencontre des amateurs du Boxing Club de Rouen. Exactement. Nous parlerons ensuite du handball avec nos invités, Sofiane, Sam et Raphaël qui nous évoqueront leur vocation. Et nous conclurons cette émission par un petit débat sur le foot et sur les compétitions. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Chris Fromont, 43 ans, ça fait à peu près... je suis dans la boxe depuis que je suis petit, parce que je suis le fils de l'entraîneur. Et moi j'ai pratiqué pendant 22 ans la boxe. Donc voilà, je fais championnat de Normandie, j'ai fait championnat de France. J'ai à peu près un peu plus de 70 combats. Et voilà, donc je suis entraîneur maintenant depuis maintenant 6 ans. Et je suis en train de passer le diplôme de prévôt fédéral. Du coup, moi, Fromont-Charlène, donc pareil, je suis la fille de l'entraîneur. Je suis boxeuse encore actuellement et entraîneuse, mais c'est ma dernière année parce que j'ai 31 ans, donc à un moment donné, il faut savoir arrêter. Pareil, championnat de Normandie, championnat de France, et une vingtaine de combats en filles, on boxe pas assez, donc ce qui est un peu malheureux, mais voilà. Est-ce que vous pouvez présenter le club de boxe ? Alors le club de boxe existe depuis les années 1952, donc c'est un club qui a été créé par Bernard Hémault, alors il y avait aussi René Fromont du coup, le grand-père. C'est un club de boxe qui a servi au départ, comme c'était des éducateurs, c'est des personnes qui travaillaient à Rouen, à la Croix de Pierre. Il a servi pour faire de la réinsertion auprès des jeunes et des adultes, donc pour la délinquance. Donc c'est un club qui accueillait du coup beaucoup de délinquants des quartiers de Rouen et puis qui faisait de la réinsertion par le biais du sport. C'est un club qui a déménagé plusieurs fois. Donc comme on dit, il a été ouvert en 1952, mais il a déménagé 3 fois. Il n'a pas été directement au Boulingrin. C'est qu'en 1982 que le club s'est installé au-dessus de la piscine de Boulingrin. Vous avez dit que vous avez fait plusieurs combats, vous deux. Comment ça se passe lors de vos préparations pour vos combats ? Alors ça va dépendre du niveau de boxe qu'on a en fait. Un boxeur débutant ne va pas s'entraîner comme un boxeur expérimenté. Pareil, la boxe éducative, la boxe amateur, la boxe professionnelle n'est pas la même boxe. Alors moi, ce qui me concerne personnellement, quand j'avais un certain niveau, typiquement en championnat de Normandie, en championnat de France, je faisais une préparation, on va dire 3-4 mois avant les combats, les championnats. Donc c'est-à-dire beaucoup de travail physique à la salle, beaucoup de technique, de mise de gants avec du coup les partenaires, et beaucoup de footing, beaucoup de piscine pour pouvoir en gros préparer le corps en fait à un effort intense. Donc c'est une grosse préparation. La boxe, c'est un sport qui est vraiment compliqué parce que il y a beaucoup de domaines qui rentrent en compte, donc que ce soit au niveau pulmonaire, au niveau physique, au niveau de la force et au niveau cérébral, parce qu'en fait c'est un sport qui par rapport à ce qu'on pense demande beaucoup de stratégie. Quand on a un certain niveau d'expérience en boxe, comme on dit généralement, en fait, on analyse l'adversaire et on réagit, on fait des stratégies. Pendant un combat de boxe, en fait, un boxeur, quand il est assez expérimenté, a le temps de mettre des stratégies en place pour pouvoir s'adapter à l'adversaire et réagir selon, mettre en place des stratégies et réagir selon ce que l'adversaire va faire, quoi. Il a à peu près tout dit. Après, juste au niveau de la compétition, hors compétition, ce qui veut dire hors championnat, tout ça, c'est pas le même entraînement, on va dire. Par exemple, les championnats de France, moi je sais personnellement aussi, je m'entraîne plus pour les championnats de France, où là j'ai vraiment couru, j'ai fait footing, je me suis entraîné vraiment à fond, on va dire, que hors compétition, je m'entraîne, mais il y a beaucoup moins de préparation derrière. En boxe, alors comme plein d'autres sports, comme la natation, c'est un sport qui est individuel. Donc en plus d'une préparation physique, une grosse préparation mentale, parce qu'on est tout seul, comme on dit, on est tout seul face à l'adversaire, mais face à soi-même en fin de compte. On se rend compte d'expérience qu'on combat plus en fait ses propres démons, ses propres peurs, qu'en fin de compte réellement l'adversaire. Donc voilà. Pourquoi la boxe et pas un autre sport ? Alors, par rapport à ce qu'on pourrait penser, je suis fils d'entraîneur, mais mes parents ont tout fait pour pas que je fasse de boxe. J'ai fait du foot, j'ai fait du tennis, j'ai voulu faire du hockey à une époque mais c'était un peu cher dans les années quand j'étais plus jeune, le hockey était un peu cher pour nous, mais voilà, j'ai fait plein de sports et puis malheureusement mes parents ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais j'ai été attiré par le sport. Alors je pense que forcément la famille a fait beaucoup, comme le grand-père était dedans, le père on entend les exploits, le grand-père était quelqu'un qui a été champion de l'Ouest, qui a rencontré le fils de Marcel Cerdan qui était un gros boxeur à l'époque, donc voilà, forcément on a attiré, mais ce qu'il y a aussi c'est que quand on y goûte, moi j'y ai goûté au début, j'ai fait un peu de boxe éducative pendant pas longtemps, j'en ai fait pendant 2 ans. J'ai arrêté après pendant 4 ans, 5 ans, et j'y suis revenu à mes 19 ans. Parce que voilà, quand on y a goûté, en fait, on y trouve satisfaction personnelle. C'est un équilibre de vie aussi, au-delà du sport, il y a aussi des règles, et il y a un mental à avoir, et puis aussi, comment je pourrais dire, un certain respect envers soi-même, envers les autres.
que j'ai pas retrouvé dans d'autres sports. Par exemple, j'ai fait du foot. Alors, je dis pas que le foot était nul, c'est un très bon sport. Au contraire, on en fait même en tant que boxeur. Parce que mon niveau cardio, c'est parfait. Mais j'ai pas retrouvé dans d'autres sports cette mentalité qu'on peut avoir, ce respect qu'on peut avoir envers l'adversaire, ou même nous entre boxeurs en fin de compte. Moi, j'ai des anciens adversaires qui sont devenus des bons amis. Parce que voilà, on s'est tapé dessus pendant 2-3 combats. Puis en fin de compte, on a souffert ensemble sur le ring. Et puis, il y a un lien qui s'est créé. Alors, moi, pareil, c'est complètement différent parce que moi, je suis une fille. Moi, mon père voulait pas du tout que je fasse de boxe. C'était hors de question qu'une fille fasse de la boxe, le nez cassé, le visage voilà, abîmé. Et à l'époque, les filles étaient moins mises en avant. Il y avait plus de garçons, c'était plus un sport de garçons. Moi, je me suis pas pareil, j'ai suivi un peu le parcours et je me suis mise dedans. Au début, c'était pour perdre du poids parce que j'étais voilà, un peu plus costaud. Et après, pareil, on y prend vite goût. Et comme moi, je suis du genre réservé, c'était pour me redonner beaucoup confiance. Plus confiance en moi et c'est ce que ça a servi. Et pareil, dès qu'on prend goût, après on est dedans, on veut faire de la compétition, on veut jamais s'arrêter. C'est compliqué de ranger les gants à un moment donné. Elle a parlé du nez cassé, mais j'ajouterais qu'en fait, alors ça c'est une image. Moi j'ai plus de 70 combats, j'ai jamais eu le nez cassé. Mon frère a fait beaucoup de combats, il a jamais eu le nez cassé. Mon père a fait beaucoup de combats, il a jamais eu le nez cassé. Voilà, c'est une image qu'il y a de la boxe. Le nez on le préserve. Un bon boxeur, c'est un boxeur qui prend pas de coups. Si on a un boxeur qui prend des coups, c'est généralement qu'on boxe mal. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez en fait comme but, vos objectifs maintenant que vous avez déjà dépassé le stade de faire des combats, tout ça. Qu'est-ce que vous faites maintenant avec la boxe? Alors mon but c'est de tout simplement transmettre mon savoir en fait. Un savoir n'a de l'importance que quand il est partagé, comme on dit. Donc voilà, c'est de transmettre mes connaissances, d'apprendre aussi parce que j'apprends toujours. La preuve là, je suis en formation de prévôt fédéral. Donc en gros pour acquérir vraiment un niveau un peu plus spécifique surtout alors c'est une formation qui nous apprend à connaître le corps humain. Donc voir comment ça fonctionne au niveau pulmonaire, au niveau cardiaque. C'est forcément des connaissances pratiques et théoriques au niveau médical. Mais voilà, mon but c'est vraiment de transmettre mon savoir et puis de former des boxeurs. On a une satisfaction immense quand on voit un boxeur boxer, qui perd ou qui gagne. En fait, on est très content parce qu'en fait il a eu le courage. On lui a transmis des techniques qui lui ont permis de monter sur un ring. Donc voilà, c'est le principal. C'est vrai, du coup je rajouterais, c'est vrai qu'en tant que boxeur et entraîneur, c'est deux choses différentes. Dès qu'on passe entraîneur, on est derrière le ring, on est vraiment comme si on boxait. À sa place, on est vraiment dedans. Et la même chose, comme moi j'ai mon prévôt et j'entraîne les petits de 8-14 ans. Et c'est pareil, c'est transmettre son savoir. Là par exemple, ils vont faire le championnat de France. C'est un but précis et c'est vraiment qu'on est content de les emmener jusqu'au championnat de France, quoi. Donc, et puis j'ajouterais Sharon ce qu'elle fait, elle s'occupe de la boxe éducative qui est vraiment une boxe spécifique. La boxe éducative c'est une boxe où on n'a pas le droit de mettre de coups, on n'a pas le droit de faire mal, c'est que de la touche. Puis il y a tout un côté un petit peu aussi pédagogique en boxe éducative où en fait ça doit rester du jeu pour un enfant sinon il s'ennuie vite, on le sait, donc il y a un gros travail là-dessus. Et puis j'ajouterais aussi que la boxe c'est un sport où aussi, comme on dit, on est tous entraîneurs mais on est tous un peu éducateurs. Vous voyez, vous êtes déjà venu à la salle. À la salle, on a un petit peu de tout. On a tout le public. On peut avoir des médecins, comme on peut avoir des gamins du quartier. On a aussi des sans-papiers. On fait aussi un petit peu de pédagogie, un petit peu de social en boxe. Votre ressenti par rapport aux femmes dans ce sport, parce que c'est un sport qui est généralement prédominé par les hommes, et c'est quoi votre ressenti par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que le fait que ce soit un sport de combat, donc il y ait contact et un peu de violence, ça poserait problème aux femmes? Pas du tout. La boxe féminine est en train, la boxe féminine est en pleine évolution. On a de plus en plus de boxeuses dans ce domaine, dans tout club confondu. Les boxeuses comme les boxeurs sont des très bonnes compétitrices en fait. Elles sont techniques, elles sont puissantes par rapport à ce qu'on pense. Il y a des femmes qui savent cogner sur un ring, qui savent frapper. Non. Moi au contraire, je suis plutôt content en fait. Alors, très jeune, on avait quelques boxeuses, beaucoup moins qu'aujourd'hui, on en avait quand même moins. Mais voilà, on voit les résultats qu'il y a en championnat de France, pour les JO. Voilà, la boxe féminine, il y en a de plus en plus, c'est très très bien en fait. Pour la mixité, de toute façon, il faut de la mixité dans tous les domaines. Donc, pareil, je le rejoins, il a à peu près tout dit. Après, c'est bien, ça se développe. Et la boxe féminine, il y en a beaucoup qui viennent aussi pour se défendre. Donc c'est pour ça qu'ils sont en boxe, ils sont plus hargneuses. On va dire, ils ont plus envie c'est plus des bagarreuses que les garçons, c'est plus technique. Voilà, les femmes, c'est vraiment, ils y vont, puis voilà quoi. Ils se bagarrent plus et comme je dis, c'est vraiment pour se défendre, pour prendre confiance en soi aussi. Il y en a beaucoup qui viennent par rapport à ça. Donc voilà, donc ça sert bien la boxe pour la féminine. J'ajouterais juste que, en fait, la boxe féminine, effectivement, de prime abord, c'est beaucoup
Les femmes font de la boxe pour apprendre à se défendre. Mais en tant que compétitrice, alors je fais pas du tout de sexisme, mais il y a une chose qui est vraie, c'est que généralement quand elles viennent, elles ont un but, elles sont fixées à un but, et en fait elles sont beaucoup plus sérieuses en fait dans la pratique. Alors, on a des boxeurs qui sont très sérieux, hein, mais très jeunes, adolescentes, les adolescentes sont généralement plus sérieuses que les adolescents. Voilà, mais dans la pratique sportive. Après, voilà, faut pas faire d'amalgame. On a aussi des adolescentes qui viennent, puis qui des fois restent 3 semaines, puis arrêtent. Mais voilà. Mais on est plutôt content de la boxe féminine et du nombre de boxeuses qui s'inscrivent. On revient sur un peu pour les combats de ça, et pour les gens qui voudraient commencer par la boxe. Est-ce qu'il y a des qualités à avoir pour être un bon boxeur ? Pour être un bon boxeur, tout est relatif. Si on veut devenir un bon boxeur, bah oui, la qualité, c'est comme dans tous les domaines, c'est être sérieux en fait et s'entraîner. Il n'y a pas de secret, hein. Le travail paye, comme on dit, et c'est une phrase qui est réelle. En réalité, la réalité, c'est que oui, il y a des boxeurs, il y a des sportifs qui auront plus de facilité parce qu'il y a la génétique qui parle. Et ça, c'est réel, on le sait, hein, ça existe. Il y a la génétique. Quand on est enfant de personnes qui ont fait du sport, on a une génétique où on a un peu plus d'avantages. Mais c'est pas forcément c'est pas pour ça qu'on va devenir un grand sportif. Il y a des sportifs en fait qui sont issus d'une famille non sportive et qui ont été très loin par leur sérieux, par leur implication. Donc il n'y a pas, à part des problèmes physiques, non, on peut faire de la boxe sans problème. Donc je suis d'accord par rapport à tout ce qu'il a dit. Après, juste aussi les personnes qui ont, on va dire, dans leur vie, qui ont eu faim. On va dire, par exemple, des immigrés qui ont connu la galère. Ils peuvent plus avancer parce qu'ils ont plus la hargne de vouloir... ils ont la combativité, ils ont envie de gagner, ils ont la gagne. Donc plus ces gens-là aussi, et de quartier aussi, qui ont vraiment... qui sont bagarreurs, qui ont vraiment... qui manquaient un truc dans leur vie en fait. Plus eux qu'on voit souvent qui deviennent de grands champions parce qu'il leur manque quelque chose. Au-delà de l'entraînement et de la motivation, il y a un état d'esprit à avoir en boxe. Alors, pour les autres sports, c'est la même chose, hein, mais en boxe, comme je disais tout à l'heure, en fait, on est vraiment en combat. On sait qu'on va rencontrer un adversaire, qu'on va faire un combat de boxe. Donc, il y a un état d'esprit à avoir. Et effectivement, comme dit Charlène, des gens forcément qui ont un peu plus souffert dans la vie vont avoir cet état d'esprit plus facilement, en fait, de combativité. Mais bon, après, voilà, on a aussi... il y a de tout, en fait. En tant qu'ancien combattant, c'était quoi votre meilleur et pire souvenir sur le ring ? Alors, j'en ai beaucoup. Alors, on va commencer par mon meilleur. Mon meilleur souvenir, c'était certainement, ça devait être mon 14e combat ou mon 15e. C'était à Dieppe. Je rencontrais un boxeur qui était un pompier de métier. Donc voilà, une personne très forte sportivement et puis assez costaud. Alors moi, je boxais en moins de 64 kg. Lui était aussi il était à 64 kg, mais très musclé par rapport à moi qui avait un physique plus longiligne. Et on m'avait dit que c'était son dernier combat. Après, il a arrêté la boxe, donc en fait, il était motivé pour gagner son dernier combat. En plus, il était chez lui. Donc je me suis dit, lui, il va mettre tout le paquet et pendant 3 rounds, il va me rentrer dedans et il va me faire souffrir. Ce qu'il a fait. Sauf que comme je suis quelqu'un d'entêté, je me suis pas laissé faire. Pendant 3 rounds, en fait, ça a été la guerre. On s'est donné coup pour coup. Hein. C'était le combat. Et j'ai fini par remporter le combat. Et j'étais super fier parce qu'en fait, il a voulu m'impressionner. J'ai tenu tête et avec la hargne, en serrant les dents, malgré la fatigue, j'ai gagné mon combat. Donc ça, c'était un bon souvenir. Mon plus mauvais souvenir, j'en ai pas vraiment en boxe. Même les combats que j'ai perdus, ça a été des bonnes expériences. Si, j'ai rencontré un adversaire il y a quelques années. C'était au Havre. Au Havre, je crois. Qui a frimé sur le ring, en fait. Ça veut dire en fait, qu'il s'est amusé à faire des grimaces. Sur le ring. Auquel je ne répondais pas parce que c'était un manque de fair play. J'essayais de boxer comme je pouvais. Donc malheureusement l'arbitre ne disait rien. Des fois malheureusement il y a des défauts d'arbitrage. Donc le premier round s'est passé comme ça. Le deuxième round il a recommencé. Et mon père qui était au coin à l'époque a jeté l'éponge. Donc jeté l'éponge, c'est-à-dire qu'il a abandonné le combat parce que il était révolté par le comportement du boxeur en face qui me manquait de respect. Donc moi j'étais en colère tout d'abord auprès de mon père parce que je voulais pas qu'il arrête le combat alors que j'étais pas en train de perdre. Et puis après j'ai compris qu'il avait eu raison parce qu'effectivement ça servait à rien de faire un combat comme ça, c'était moche, il se moquait de moi, bref. Mais c'était c'est mon seul mauvais souvenir parce que j'aurais voulu aller jusqu'au bout. Et puis en revenant maintenant derrière, je me dirais que en fait j'aurais dû simplement lui rentrer dedans en fait. Un garçon comme ça qui te tire la langue, faut lui rentrer dedans puis le secouer. Mais bon, après voilà, malheureusement, la plupart des boxeurs ont des bonnes mentalités en boxe, mais il y en a quelques-uns qui n'ont pas ce respect-là et puis qui font les guignols, comme on dit. Moi j'appelle ça des danseurs, c'est des guignols en boxe. Bon après, c'est comme ça, hein, c'est la boxe, on en rencontre. Alors, moi ça va être un peu plus court. Mon meilleur souvenir, c'était mon premier championnat de France.
parce que j'avais bien boxé. J'étais avec mon oncle qui était dans la boxe à l'époque aussi. Et on était une très bonne équipe. Et on était 3-4 boxeurs à y aller. Donc moi j'étais la seule du club. Il y avait des boxeurs de son club à lui. Et on avait une bonne ambiance. Et comme je disais, c'était on va dire, un des plus beaux combats que j'avais fait. Parce qu'après même j'avais perdu. Mais c'était vraiment limite à ce que j'avais entendu. On a même pris une photo. Enfin voilà, c'était vraiment un bon souvenir des championnats de France. Et mon plus mauvais souvenir, c'était mon premier combat amateur. Que j'aurais jamais dû faire. C'était à Barentin, j'y avais été comme ça en tant que spectatrice et il y avait une fille d'un entraîneur qui boxait et voulait que je la rencontre. Et moi, combattante, j'ai dit oui. Mon père n'était pas trop sûr, mais bon, après il a accepté. Je l'ai fait, mais forcément elle était chez elle, elle m'a arrêté l'arbitre au deuxième round parce qu'elle m'a rentré dedans complètement. Mais c'était vraiment ma plus mauvaise expérience que j'aurais jamais dû faire parce que ça a mal commencé du coup. Donc, vous m'avez dit que maintenant vous êtes un peu reconverti en tant qu'entraîneur. Et c'est quoi votre plus grande fierté en tant qu'entraîneur ? Comme je l'ai dit un petit peu auparavant, ma plus grande fierté, c'est de monter des gars sur le ring en fait. C'est vraiment d'entraîner un boxeur qui vient d'arriver, qui est débutant, qui ne sait pas boxer, de le voir évoluer. Donc vraiment d'apprendre les techniques, de la base, du simple déplacement, à savoir mettre un direct du bras avant ou du bras arrière, et de les voir après monter sur le ring et d'effectuer leur combat, peu importe qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, c'est une fierté en fait, parce que on leur a donné confiance, on leur a donné les armes en fait pour faire un combat, que ce soit physique ou mental. Et donc les voir faire leur combat et être fiers en fait de leur combat, même le premier, on est toujours fiers, même si on a gagné ou perdu. Et je trouve ça génial en fait. Et au-delà de ça, même en allant plus loin, on est fiers aussi de voir des boxeurs qui restent plusieurs années puis qui évoluent en fait, qui sont débutants et qui arrivent à des niveaux amateurs assez avancés et puis qui arrivent à faire des compétitions en élite, etc. Donc voilà. Donc c'est la fierté en fait de voir un boxeur évoluer et qui apprend à se connaître et puis qui est fier de ce qu'il fait. Voilà. Pareil, la fierté, c'est former un boxeur. C'est à peu près la même chose, je le rejoins. Moi, je suis plus boxe éducative, après j'entraîne les amateurs, les loisirs, mais c'est voir les boxeurs éducatifs, par exemple, ils ont 14 ans. Il y en a un qui est passé l'année dernière en amateur, il a fait le championnat Normandie, il est arrivé en demi-finale. Il a été demi-finaliste, donc c'est cette fierté-là de se dire en fait, je l'ai formé, on l'a formé, parce que pas tout ça, on l'a formé. Et il est arrivé jusque-là, et grâce à nous. Donc c'est vraiment, en tant qu'entraîneur, on est fiers. Charlène se minimise beaucoup, mais la boxe éducative, je reviens beaucoup dessus parce que c'est ce qui fait vivre un club de boxe. Si on n'a pas de boxe éducative, en boxe, les clubs ferment. Parce que généralement, les boxeurs en boxe éducative deviennent des très bons boxeurs amateurs, comme ils ont déjà les bases enfants. Forcément, ça devient des bons compétiteurs plus tard. Et c'est eux qui font vivre les clubs de boxe. Donc, il a fait un gros travail avec la boxe éducative. C'est beaucoup de travail, parce que c'est beaucoup d'enfants, avec toutes les problématiques que ça peut poser derrière. Puis c'est l'investissement, il faut partir les samedis pour faire des compétitions. Mais voilà, en gros, elle a fait un gros boulot. Et dernière question, moi j'ai un cousin qui a 10 ans et qui voudrait faire la boxe. Est-ce que c'est possible à son jeune âge de rejoindre un club de boxe et de s'entraîner ? Du coup, oui, comme je disais, nous on prend à partir de 8 ans. Avant on prenait à partir de 6 ans, mais c'était un peu trop jeune, c'était plus à la garderie qu'autre chose. Maintenant, de 8-14 ans, la boxe éducative, donc à 10 ans, il peut venir. Il vient faire un essai. Et pour voir déjà si ça lui plaît. Et si ça lui plaît, après, comme à chaque fois, comme la boxe loisir, on passe les papiers pour remplir une licence. Forcément, il faut être licencié dans n'importe quelle catégorie. Donc licence, photo, à l'année, elle a 130 € la licence. Et puis voilà, donc il vient faire un essai, après voir s'il veut s'inscrire. Et s'il s'inscrit volontiers, on l'accepte. J'ai rien d'autre à ajouter, c'est de la boxe éducative. Non, voilà, s'il veut venir ici à la boxe, il n'y a pas de souci. Il faut juste savoir, comme je disais tout à l'heure, que la boxe éducative, c'est une boxe où il n'y a pas de violence. La violence est interdite en boxe éducative. Dès qu'il y a un comportement violent, même en combat, c'est sanctionné par l'arbitre. C'est interdit, il faut que ça reste du jeu. Donc de la touche, généralement qu'on dit, c'est je touche sans me faire toucher, tout simplement. Du coup, on va parler handball. Présentez-vous. Alors moi je m'appelle Raphaël Monnier, donc je joue au club du GCOB handball depuis maintenant 5 ans, j'ai commencé ma 6e année. Je suis le gardien de but de l'équipe. Je vais laisser la parole à mon pote. Je m'appelle Sam Robert, je joue à Biorel. L'année prochaine je joue au Paris Saint-Germain. Et puis voilà, ça fait 8 ans que je fais du hand. Donc moi c'est Jules Grosse, je joue également à Biorel au poste de pivot. Ça fait 12 ans que je fais du hand.
Et voilà. Salut, moi c'est Sofiane Benelladj. Ça fait à peu près 8 ans que je joue au handball et je joue au GCOB Biorel et je vais intégrer le Paris Saint-Germain l'année prochaine. Et les gars, pourquoi ce sport et pas un autre? Alors déjà pour ma part, ça a été Sofiane qui m'a incité à commencer le hand. Et déjà, j'ai fait des stages et j'ai accroché au handball tout de suite. J'ai été pris par le groupe et ça m'a tout de suite beaucoup plu. Et je continue parce que c'est un sport qui a des valeurs très importantes. Et c'est des choses qu'il faut mettre en valeur dans notre société. Donc c'est pour ça que je continue aujourd'hui. Bah, écoutez, moi, la raison est plus simple. Ma mère faisait du hand. J'ai décidé d'essayer. Et puis, ça a bien fonctionné. Bah moi écoutez, c'est à peu près pareil que Sam, hein. Je suis né dans une famille handballeur, donc j'ai baigné dans cet univers-là et mes parents m'ont inscrit quand j'avais 4 ans et j'ai jamais arrêté. Moi je sais pas pourquoi j'ai choisi le handball. C'est surtout parce que j'avais des amis qui en faisaient, du coup j'ai pas voulu être le seul à pas en faire. Puis voilà, après j'ai accroché et puis j'ai continué, hein. Et je crois que Sam, en fait, ton père, il était pas boxeur. Alors oui, mon père était boxeur. Il était vice-champion du monde en Ok. boxe anglaise. Mais j'ai essayé la boxe quand j'étais petit. Ouais. C'était pas pour moi. Ah ouais? Du coup, il fait du hand. Ok. Et puis ça va, ça a bien marché le hand. Donc Bah ouais. tant mieux. C'est quoi ton palmarès, toi, Palmarès Sam? hand. Je suis rentré au Pôle Espoir de Ok. Normandie. J'ai Quand? fait, j'ai fait 2 ans, de la 3e à la fin seconde. Et puis là, récemment, j'ai passé des détections et je vais aller intégrer le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain junior ou vraiment une équipe Junior, les moins de ok. 18 France. Ok. Et puis après, s'il y a possibilité d'intégrer les adultes, les seniors. Et comme Sofiane, du coup, c'est ça? Sofiane, tout pareil. Parfait. Et au niveau de Biorel, du coup, votre club, est-ce que vous êtes bien classé ou enfin, c'est une question. Vas-y, Raphaël. Alors cette année, on est quand même assez bien classé. Il faut savoir qu'on joue avec les très grands clubs de Normandie. On peut citer Cherbourg, Caen, dont leur équipe première adulte joue en pro. Alors que nous, notre équipe première adulte ne joue pas du tout en pro. Biorel n'est pas un club à visée professionnelle. C'est à formation de jeunes. Et donc Biorel cette année se démarque par rapport aux autres années en jouant dans la meilleure catégorie de notre âge. Voilà, cette année, on est assez performant. On a quelques trous à corriger encore, mais c'est tout à fait normal. Et c'est très individuel comme question. C'est quoi vos postes et vos rôles? Et expliquez-les s'il vous plaît. Donc moi mon poste c'est pivot, donc je suis à l'intérieur de la défense adverse et mon rôle c'est de créer des espaces pour mes coéquipiers qui sont en dehors de la défense, mais également d'essayer de recevoir le ballon en étant derrière la défense. Moi je suis de base demi-centre, mais cette année j'ai plus été sur la base arrière gauche et droite. Et mon but en soi, c'est de prendre des espaces, de prendre mes espaces, de libérer à mes amis, et puis voilà, c'est tout. Ok. Du coup, vas-y, Sam. Bah, moi, c'est un peu le même rôle que Sofiane, je suis sur la base arrière. Donc le but, c'est de faire vivre le ballon, de faire un peu jouer les autres. Et c'est plus le rôle de Sofiane, mais c'est de créer le jeu, en quelque sorte. Ok. Et Raphaël, t'es gardien, c'est ça? Et ouais, moi je suis gardien de but, donc c'est moi qui fais que les ballons ne rentrent pas. Je suis le dernier rempart avant le tir. Et voilà, je pense qu'on a tous ici une part très importante à jouer pendant le match. Et c'est ça qui fait aussi la force du handball, c'est l'égalité entre chaque joueur. Ok. Demain, c'est votre prochain match. Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous êtes prêt? C'est contre quelle équipe déjà? Contre Falaise. Falaise, ok. Et du coup, vos motivations, enfin. Est-ce qu'on est confiant? On n'y va pas avec la confiance au maximum, mais ça va, parce que c'est les premiers. Et eux, ils sont obligés de gagner pour être champions ensuite. Nous, on n'a rien à jouer. On va y aller comme pour les autres matchs. On va essayer de gagner, bien sûr. On n'y va pas avec la totale confiance, mais on sait qu'on peut les faire déjouer. On l'a déjà fait. On a eu une victoire avec 9 buts d'écart. C'était le plus gros match de l'année. On peut très bien le refaire, sauf que là, c'est chez eux.
mais ça peut le faire. Ok. Vas-y Denis pour la prochaine question. Est-ce que vous avez des projets avec le hand réellement? Est-ce que vous voulez aller quelque part avec? Je prends le micro. Alors, mes deux copains ici, Sofiane et Sam, comme ils ont dit, donc ils vont aller intégrer le PSG handball. Moi, de mon côté, je vais essayer d'aller chercher vers des clubs avec plus de performance au niveau adulte. Parce que c'est vrai que l'équipe de Biorel, bon, ça joue pas très haut non plus. Mais voilà, mon but, ça reste toujours d'aller jouer au plus haut niveau, d'aller chercher de la performance à haut niveau, voire très haut niveau. Et voilà, donc ça va aussi par aller chercher vers d'autres clubs un peu plus loin, même avec plus d'exigences, mais faut que ça passe par là aussi. Bah, moi, le handball, c'est surtout un loisir. Je le prends d'abord comme un loisir. Comme tout joueur, je pense qu'à un moment, j'ai eu envie d'en faire mon métier, mais j'ai vite compris que j'étais pas soit fait pour ce monde-là, soit j'avais pas un assez bon niveau pour en faire. Donc non, le handball, ça restera mon loisir et ça ira pas plus loin que le loisir. Mais je prends beaucoup de plaisir à jouer quand même et je donne tout pour l'équipe. Bah, écoutez, on vous souhaite du courage. Merci les garçons. Vous restez Merci. un peu pour parler foot? Rebonjour, bienvenue dans FMR Sport. On se retrouve cet après-midi pour parler dès à présent de football. Je suis toujours en compagnie de Méziane, Denis, Sam, Raphaël, Sofiane et Jules. On commence par Quoi? La Ligue des Champions? Allez, c'est parti. On t'écoute, Denis. Les joueurs de Luis Henrique ont réussi à se qualifier ce mardi 16 avril pour le 4e demi-finale de la Ligue des Champions de l'histoire du PSG. Malgré l'ouverture du score rapide par les Barcelonais par l'intermédiaire de Rafinha à la 12e minute, les Parisiens sont revenus dans la partie grâce au but d'Ousmane Dembélé à la 40e minute et de Vitinha à la 54e minute. Et avant de voir Kylian Mbappé venir et en fait rentrer deux buts, le premier à la 61e minute et le deuxième à la 4e, 9e minute. La demi-finale aller aura lieu le 1er mai et le match retour aura lieu 6 jours plus tard, le 7 mai. Le match aller se déroulera à Dortmund au Signal Iduna Park, où les joueurs d'Edin Terzic recevront le Paris Saint-Germain. La qualification en finale se jouera au match retour au Parc des Princes. Le Real Madrid a remporté le duel contre Manchester United. Les Espagnols ont remporté la partie au tir au but 4-3. Et le club allemand du Bayern Munich a gagné le match 1-0 contre le club londonien Arsenal. L'autre demi-finale entre le Bayern Munich et le Real Madrid se jouera le mardi 30 avril pour l'aller et le mercredi 8 mai pour le match retour. Bah écoutez, merci beaucoup Denis. Merci à vous. On va dès à présent parler un peu foot dans son ensemble. J'ai 3 thèmes. Le premier, c'est sur l'Euro 2024. Est-ce que les Bleus seront-ils assez forts pour combattre les autres équipes comme l'Angleterre d'Harry Kane ou l'Espagne ou la Mannschaft en Allemagne? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Mon micro, il est activé là? Ok, oui, la France, elle a le potentiel, je pense qu'on le sait tous, pour remporter la compétition cet été. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je vais être honnête, je suis pas trop d'accord avec toi, Méziane. Moi non plus. La France, on a un beau potentiel, on a des jeunes joueurs, des petites pépites, mais ça manque de stabilité, notamment au milieu de terrain. Je trouve ça trop jeune. Ça manque de stabilité, c'est ça, d'expérience. Et je pense par exemple par rapport au Portugal ou même à l'Angleterre, on reste assez fragile. Et surtout sur la base du milieu de terrain. Ok, tu peux... ok. Et au niveau des autres équipes, tu retrouves quand même des fragilités, je sais pas, l'Allemagne ou même l'Italie, qui est un peu moins présente ces temps-ci? L'Allemagne, ils sont en pleine reconstruction. Mais on l'a vu sur les derniers matchs amicaux, ça commence à redevenir fort. Après, je pense que la France va rester devant l'Allemagne. Okay. Pareil devant l'Italie. Mais je pense que c'est l'Angleterre qu'il va falloir surveiller avec le Portugal. Sofiane, les gars, est-ce que vous avez une réaction avec ça? Moi, je suis d'accord avec Sam. Aussi, on l'a vu sur les matchs de préparation de l'équipe de France. C'était pas ça du tout. On avait des équipes, par exemple, comme l'Allemagne, qui est beaucoup plus solide que la France. Et la France, c'est beaucoup trop jeune. Ça manque d'expérience, on le voit. Il y a beaucoup trop de jeunes dans l'équipe de France. Mais bon,
ça peut en dire long sur la suite, parce qu'après, s'ils démarrent jeunes, bah après ils s'amélioreront, donc ça sera plus pour la suite. Mais je pense là, ce sera pas pour la France. Ok, donc faut viser à long terme en fait plutôt Ouais, que à long maintenant. terme, ça Ok. sera pas mal, ouais. Ok. Si vous avez d'autres remarques, n'hésitez pas. On va peut-être passer au deuxième thème. C'est sur la Ligue 1. Je sais pas si vous êtes tellement calé dans ça, mais on a un club normand, le Havre, qui était en Ligue 1 cette saison, et qui va peut-être retourner en Ligue 2. Je sais pas si on peut voir à l'antenne le classement du Havre. Du coup, le Havre qui est 15e de Ligue 1, qui est quand même près de la relégation. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez qu'on peut quand même se maintenir? Non. Si. Ok. Bah... En fait, dans un championnat, tout au long de l'année, jusqu'à la dernière date, faut se battre jusqu'au bout parce que, c'est chaque année comme ça où il y a des clubs, par exemple, moi je pense à Nantes, qui sont chaque année tout au fond, sauf que ils arrivent toujours dans les dernières journées à remonter un peu et à gagner des places. Et je pense que là, le Havre, en plus, c'est pas non plus, c'est presque c'est un peu nul. C'est presque nul, mais ils peuvent s'en sortir, ils vont pouvoir s'en sortir et je pense que c'est possible. Ok. Et franchement, personnellement, je pense que ouais, ils vont s'en sortir aussi. Ils ont quand même les capacités pour. Déjà, ils ont la capacité de monter en Ligue 1, c'est quand même quelque chose de fort. 14 ans après, et donc là, je pense que ouais, il faut vraiment qu'ils se maintiennent. Il y a les prochains matchs qui vont être décisifs. On va sur une fin de saison pour la Ligue 1, donc faut faire attention au club. Voilà. Sam? Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça va le faire. Ça va le faire. Puis sur la dernière saison, dernière journée, ils vont se bouger un petit peu, donc ils vont se maintenir, je pense. Ok. Et un autre petit thème. Du coup, le FCR, le football club de Rouen, qui a eu il y a eu beaucoup de réactions en ce moment avec le rachat peut-être du club par Michel Mallet, président de QRM, Charles Marek, le président qui est qui est peu aimé par les supporters. Vous en pensez quoi? Est-ce que d'abord le FCR va pouvoir monter en Ligue 2? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est bien? Trop tard. C'est trop tard. Ouais. Moi, je pense pas non plus pour cette année, non. Ouais, je pense peut-être l'année prochaine et encore. Ok. On voit des fois sur leurs matchs, ils prennent quelques scores contre certaines équipes. Après, ils ont fait un beau travail cette année. En coupe, ils ont fait un beau travail, mais ça suffit pas. Donc, je pense pas qu'ils monteront cette année. Peut-être l'année prochaine et encore, c'est pas sûr. Ouais. On devait avoir en fait, pour tout vous dire aujourd'hui, le gardien de but du FC Rouen, Léonard Agoun, mais qui n'a pas pu venir. Et du coup, voilà, on fait un petit débat. Je trouve quand même que l'équipe, c'est quand même qui est très solidaire. Moi qui ai pu assister à un entraînement, vraiment, ils sont, contrairement à d'autres équipes, très solidaires, et il n'y a pas de grande différence entre eux. Je pense que c'est comme ça qu'ils montent en puissance. Voilà. Mais ils ont un collectif qui est bien en place. Faut maintenant juste le prouver et faire ce qu'ils ont appris en entraînement pendant un match, en fait, je pense. Ok. D'autres remarques ou Ok, nickel. J'avais juste un petit jeu avant de finir et de rendre l'antenne. Ouais, tout de suite un jingle. Donc tout de suite un petit jeu pour finir sur de bonnes notes avant le calendrier. Je voulais savoir, est-ce que vous saviez qui étaient les meilleurs buteurs dans l'Euro, la compétition, depuis 2002, depuis 20 ans? Quels sont les meilleurs buteurs? Je crois que c'est Cristiano Ronaldo. Ok. Premier avec 41 buts en 44 matchs. Ensuite, Méziane, est-ce que tu as une idée? Enfin, les gars, vraiment, intervenez. Je sais pas, peut-être Thierry Henry en vrai? Non. Il est même pas dans les 10 premiers. J'entends dans la régie quelqu'un qui dit Messi. Je pense qu'il s'est trompé un peu. C'est qui un peu gogol qui dit Messi? Moi, je dirais peut-être Griezmann, il est dans le top 10. Même pas. J'ai préparé.
Ouais, Kane peut-être. Kane. Ouais. Bravo. Franchement, bravo. 23 buts en 21 matchs de l'Euro. Donc deuxième position après Ronaldo. Allez, encore deux, Il y aurait trois simples. Il y aura peut-être Lewandowski, non? Nickel, troisième position. 22 buts en 26 matchs. Allez, encore deux. Est-ce qu'il y a un Allemand? Il y a pas d'Allemand. Ah ouais. Deux derniers, ouais, mais si je dis, c'est trop simple. Trop simple. Depuis 20 ans. Pour l'Italie, peut-être Balotelli. Non. Malheureusement, il est même pas dans le top 10. Après, vraiment, les 6 autres, c'est quand même qui sont plus compliqués à savoir. Je vais vous dire Miroslav Klose. Enfin, Ouais, c'est un Allemand. oui, mais. Bref, les deux autres. Non, mais les deux autres. Bah, si vous savez pas, vous savez pas. Non, vas-y, dis-nous. Ok, bah, du coup, bah, vas-y, Denis, dis. Au pire, ouais, d'abord les pays. On avait un Irlandais. Bon, bah, vas-y, dis. Non. Oula. Un Irlandais dans le top 5. Non. On avait un Belge et un Suédois. Ah, Lukaku. Hasard. On a entendu quelqu'un dire Lukaku. Ouais, c'est effectivement ça. Et pour le Suédois. Hazard. Ouais, c'est ça. c'est ça. Zlatan également. Tu peux dire peut-être les buts. Oui. 21 buts en 24 matchs pour Lukaku et 19 buts en 31 matchs pour Ibrahimovic. Voilà. Chaud. Bah écoutez, merci. Merci les gars, beaucoup. merci. D'abord, on finit avec le calendrier. Ouais. Bah vas-y, du coup, Denis, si tu veux. Ou je le fais comme. Tu peux, vas-y. Bah allez. Bah du coup, les prochains rendez-vous de l'équipe de France, ça sera France-Luxembourg pour les hommes le 5 juin à Bordeaux. France-Canada également pour les hommes le 9 juin Et quelque chose, à Metz. et quelque chose qu'il ne faut pas oublier, pour le football féminin, Ouais. on a contre l'Angleterre le 4 juin. Voilà. La France, Donc les Angleterre. hommes de ouais. À pas oublier. Hein. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour Merci. votre écoute.